Bienvenue à Rennes, bonjour à toutes et à tous. Et nous sommes donc réunis pour l'ouverture de votre 38e congrès de la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies. J'aime bien développer votre sigle parce que ça vous engage, bien évidemment. Nous allons vivre la première partie de cette matinée avec les interventions attendues des personnalités de ce territoire qui vous accueillent. Et vous aurez aussi votre regard rivé sur les panneaux qui sont là de part et d'autre de la scène, parce que vous y lirez, alors vous regarderez aussi nos speakers évidemment, mais vous y lirez des valeurs, des informations importantes et qui qualifient vos missions et vos engagements sur les territoires. Mutualisation, par exemple, c'est un mot fort qu'on décryptera pendant ces 3 jours. Et puis vos métiers, vos compétences. Et tout de suite, pour ouvrir votre congrès, j'ai le plaisir d'accueillir le président de la FNCCR, Xavier Pintat. Et j'aime bien aussi citer les mandats locaux, parce que vous êtes toutes et tous représentants des territoires, élus, collaborateurs. Et le président Xavier Pintat est par ailleurs maire de Soulac-sur-Mer et président du syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde. Bienvenue, président. Bienvenue à vous. Bienvenue pour ouvrir ce congrès et accueillir vos invités. Bienvenue à vous. Je vous en prie. Voilà. Eh bien, mes chers amis, le moment de l'ouverture de notre congrès est venu. Je voudrais d'abord accueillir Monsieur le préfet qui est présent parmi nous, Mesdames et Messieurs les députés et les sénateurs qui sont présents. Il y a toujours un parlementaire qui sommeille dans un parlementaire honoraire et j'ai tout plaisir à les saluer, surtout les sénateurs bien sûr. Monsieur le Président de la région Bretagne, Président de Mégalis, Loïc Chéné-Girard. Et puis, je voudrais saluer Olivier Dehaze, qui est le local de l'étape et qui est notre correspondant donc, du pôle de Bretagne et qui représente aujourd'hui beaucoup de monde. Il représente la maire de Rennes, Madame Nathalie Aperé, il représente la métropole de Rennes et puis il représente bien sûr les syndicats. Donc, je voudrais le remercier donc, de sa présence et de représenter l'ensemble de ces personnalités. Donc, mesdames et messieurs, donc finalement, en premier, eh bien, j'ai le plaisir de déclarer ouverts les travaux du 38e congrès de la FNCCR en cette belle ville de Rennes qui l'accueille pour la première fois dans l'histoire de notre fédération. Et nous battons un record de nombre puisque nous sommes particulièrement près de 2000. Donc je crois que pour ouvrir ce congrès de la plus belle des manières, on pourrait s'applaudir. Si vous le permettez, chers amis, cette histoire est déjà longue, puisque la FNCCR célébrera dans 2 ans son 90e anniversaire. Toutefois, ce n'est pas la première fois que nous avons le privilège de nous réunir en congrès en Bretagne, puisque nos prédécesseurs ont tenu leur congrès en 1957 à Perros-Guirec, dans le département des Côtes-d'Armor, qui s'appelait à l'époque les Côtes du Nord. Comme nous aurons loisir de le découvrir au fil de ces 3 journées, au fil des débats, de nos incursions, des visites sur votre territoire, qui sont notamment organisées par nos collectivités partenaires, j'ai constaté qu'il se passe énormément de choses passionnantes dans cette région, dans des domaines de la compétence de la FNCCR. Je me réjouis de la possibilité de bénéficier de ces retours d'expérience qui alimenteront nos travaux. Mes chers amis, depuis notre congrès de Nice, début octobre 2019, l'histoire s'est accélérée. En 3 ans, nous avons été confrontés à des événements majeurs, relevant quasiment de l'impensable et totalement absents des perspectives
sur lesquels nous avions travaillé à Nice en octobre. Quelques mois après, en effet, après le 3 octobre, éclatait la crise sanitaire du Covid-19 qui allait retenir durant plusieurs semaines plus de 60 millions de Français et des centaines de millions d'Européens confinés à leur domicile. Outre les conséquences tragiques, puisqu'elle a occasionné le décès de pratiquement 150 000 personnes, cette crise sanitaire engendrait des changements économiques et sociaux profonds. Les services publics d'eau et d'énergie, représentés par les collectivités membres de la FCCR, sont et vont demeurer durablement des acteurs centraux de ces changements. Le thème de la résilience des territoires face aux crises avait d'ailleurs commencé à émerger bien avant les années de Covid, face aux conséquences prévisibles, désastreuses du réchauffement et du changement climatique. La crise sanitaire a porté cette exigence impérieuse de résilience à un niveau encore supérieur. Le confinement, on l'a vu, a transformé notamment les réseaux numériques en cordons ombilicaux permettant de préserver la continuité de nos actions économiques grâce à l'essor, qu'il faut bien avouer, spectaculaire de la vidéocommunication, dont d'ailleurs dans ce congrès, nous aurons l'utilité. Mais les systèmes numériques ont eux-mêmes besoin d'électricité pour fonctionner. L'exigence de continuité sur l'accès à l'informatique et à l'Internet induit donc à son tour une exigence de continuité de l'alimentation en énergie électrique. Tous les acteurs présents ce matin dans cette salle savent par ailleurs que ce service de base qu'est la distribution d'eau entretient également un lien indissoluble avec la distribution d'électricité pour son fonctionnement. Les deux sont liés. La crise sanitaire nous a ainsi rappelé que l'exigence de continuité, de fiabilité est un principe de base du service public et que cela est d'autant plus vrai dans les domaines de l'énergie, de l'eau et du numérique qu'incarnent les collectivités que représente notre fédération. L'épidémie du Covid est désormais apparemment contenue, mais malheureusement une contrainte nouvelle a pris le relais sous la forme de l'inflation issue de la surchauffe économique liée au plan de relance. Et alors même que les coûts de fonctionnement et d'investissement de nos services publics entamaient une ascension qu'il faut bien avouer préoccupante, la guerre russo-ukrainienne a brutalement avisé les tensions sur les prix en créant de surcroît une insécurité sur nos approvisionnements en pétrole et en gaz. Face à cette multiplication de signaux bien plus alarmistes que ce que nous pouvions penser, imaginer lors de notre congrès de Nice en 2019, le thème choisi pour ce congrès de Rennes, à savoir rebondir et se réinventer ensemble, prend véritablement tout son sens. Il exprime notre confiance dans la capacité des territoires à relever ces défis en s'adossant à la mutualisation qui, il faut bien l'avouer, est une des valeurs fortes de notre fédération depuis sa création. Pour nous inspirer durant ces 3 jours de débat, nous allons pouvoir nous appuyer sur le chemin ouvert par nos prédécesseurs. Et de ce point de vue, je ne résiste pas à la tentation de faire écho au débat de notre congrès de Perros-Guirec en 1957. Sur le gaz, par exemple, nous lisons dans les actes de 1957 que, au moment où, devant les événements du Moyen-Orient, l'opinion française prenait conscience des dangers que faisait courir à notre économie l'insuffisance de nos ressources en énergie, les perspectives d'utilisation prochaine du gisement de gaz naturel de Lacq sont apparues comme une chance inespérée et inestimable. Eh bien, mes chers amis, il suffit de remplacer Moyen-Orient par Ukraine et gaz de Lacq par biométhane pour appliquer ce constat de nos prédécesseurs de 1957 à la situation de 2022. Et même si la décarbonation de l'énergie n'était pas du tout, il faut bien l'avouer, à l'ordre du jour à cette époque, il a tout de même été fortement question
à Perros-Guirec d'énergie marémotrice, puisque le projet d'aménagement de la Rance avait été présenté ici même lors de ce... Pas ici même, mais avait été présenté à Rennes lors de notre congrès. Il en a été de même, d'ailleurs, s'agissant des perspectives de développement de l'énergie nucléaire. Les actes du congrès indiquant qu'il nous faudrait vite procéder à des importations massives de combustible si nous n'avions pas la chance de pouvoir utiliser l'énergie dégagée par la fission de l'atome. On le voit, il y a 65 ans, la question de notre indépendance énergétique nationale était déjà à l'ordre du jour de nos travaux. Je crois qu'une des chances de la FNCCR, c'est plus que jamais de pouvoir appuyer sa vision d'avenir sur son expérience du passé. De Perros-Guirec en 1957 à Rennes en 2022, ce lien entre le passé, le présent et l'avenir sera cette année placé sous le signe de la Bretagne. Je vous remercie vivement, chaleureusement, de nous accueillir cette semaine dans cette magnifique métropole, bien symbolisée par ce couvent des Jacobins, qui, je le vois, marie admirablement le respect que l'on doit au patrimoine ancien avec la modernité avant-gardiste. Le programme de ce congrès, particulièrement riche et diversifié, a été conçu pour répondre à la diversité de nos congressistes massivement présents. Je vous laisse donc, sans attendre la parole, me permettant de la reprendre ensuite afin de rappeler les grandes évolutions constatées pour nos dossiers depuis le congrès de Nice et de tracer brièvement les grandes lignes de notre programme de travaux. Voilà, je vous remercie de votre attention et place maintenant à nos invités et à ceux qui nous accueillent. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La boucle de l'histoire, il y a 65 ans, et lors de ce congrès 2022, évidemment que vous remettrez au centre des débats la question de l'indépendance énergétique nationale. Et vous nous invitez à rebondir, à vous réinventer ensemble, et plus que jamais, les transformations sont évidemment, et vous les conduisez, sont évidemment nécessaires. Alors, comme vous le disiez tout de suite, nous allons maintenant accueillir vos invités. On a le grand plaisir d'accueillir Olivier Dehaze, président de Territoire d'énergie Bretagne, Loïc Chenet-Girard, président de Mégalis et président de cette région, et monsieur le préfet de région, Emmanuel Berthier. Bienvenue à vous. L'escalier est par là. Bienvenue. Voilà, je vous en prie. Ah oui, c'est vrai qu'il pleut plusieurs fois par jour en Bretagne. Prenez place et je vais tout de suite inviter... Alors je ne sais pas ce qu'il va nous dire, mais peut-être qu'il va parler du phénomène de cliché. On va tout de suite lui donner la parole. Venez tout de suite, Olivier Dehaze, maire d'Assigné, vice-président climat-énergie de cette métropole, et vous êtes aussi à la tête de l'entente territoire d'énergie Bretagne, PE Braze, Énergie Bretagne. J'avais vu dans votre feuille de route, quand vous avez été élu, 4 priorités, et parmi celles-là, de faire venir le congrès de la FNCCR ici à Rennes. Il l'a rêvé, vous l'avez fait. Bienvenue. Si vous voulez enlever votre ciré, vous donnez un. Là. Bonjour à tous. Vous l'avez tous remarqué, j'ai pris un petit accessoire, mais vous allez comprendre dans le cours du discours la raison de l'accessoire. Monsieur le préfet, monsieur le président de la région, cher Loïc, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les présidents de syndicats, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Je veux tout d'abord excuser madame Nathalie Appéré, maire de Rennes et présidente de Rennes Métropole, qui aurait aimé être parmi nous pour ce mot d'accueil. Elle me l'a confirmé il y a peu, comme à Daniel, notre collègue président de l'ASEM Énergie et élu à la ville de Rennes. Nathalie aurait aimé être parmi nous, malheureusement son agenda a été perturbé par une invitation à une rencontre aujourd'hui avec madame Borne, première ministre, au titre de son mandat à France Urbaine. C'est pourquoi Nathalie m'a demandé, en tant que vice-président de Rennes Métropole, de la suppléer
pour vous souhaiter très chaleureusement la bienvenue à Rennes, ce que je fais avec un grand honneur. Bienvenue donc à tous dans notre belle ville de Rennes. C'est donc à double titre que je m'adresse à vous, celui de vice-président de Rennes Métropole, comme je viens de le dire, mais aussi et surtout celui de président en exercice du pôle énergie Bretagne, territoire d'énergie, notre toute neuve association des 5 AODE de Bretagne, les 4 syndicats départementaux d'énergie et la métropole de Brest. Je veux donc saluer mes collègues, cher Antoine Coroller, cher Dominique Ramard, cher Jo Brohan et cher Tristan Fauveau, avec qui nous avons partagé les principales étapes de l'organisation locale de ce congrès. Je profite aussi de cet instant pour saluer très chaleureusement Didier Nouillou, mon prédécesseur à la présidence du SDO 35. Je ne sais pas s'il est dans la salle, mais je veux vraiment lui adresser toute mon amitié. C'est beaucoup, grâce et d'autres pourront dire à cause de lui que nous sommes réunis ici, aujourd'hui en Bretagne, dans un début d'automne resplendissant. Certains, cher Président, cher Xavier Pienta, ont insinué lors d'un conseil d'administration de notre fédération que nous n'aurions d'autre choix que d'offrir en cadeau aux congressistes un parapluie. Je suis sûr que vous vous en souvenez tous ceux qui ont assisté à cette séance. Moi aussi, mes collègues présidents bretons aussi, et je vous dis que nenni. Même si en guise de clin d'œil, j'ai enfilé le ciré jaune que beaucoup connaissent et que je vais enlever aussitôt, notre choix ne s'est pas porté sur un parapluie. Il s'est porté sur ce petit pot de crème solaire, car comme il fait beau ici plusieurs fois par jour, son usage devient indispensable en Bretagne. Ce sera pour votre présent séjour, vous verrez, il fera beau plusieurs fois par jour, ou lorsque vous reviendrez dans cette si belle région que nous aimons tant, les Bretons, mais aussi tous les autres. Même si Loïc m'a dit qu'il ne fallait pas trop faire la promotion parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient déjà. Les sujets d'intérêt et de travail de notre fédération sont tous au cœur de l'actualité. Nous avons connu un été où canicule, sécheresse, incendies et orages ont matérialisé plus que jamais le réchauffement climatique. De plus en plus de nos concitoyens prennent conscience de la fragilité de nos sociétés face au changement climatique et de la nécessité de lutter contre celui-ci par une transition énergétique accélérée tout en s'adaptant au changement. Ni la transition énergétique ni l'adaptation au changement climatique ne peuvent avoir lieu sans l'action déterminée des collectivités locales et la force de nos services urbains. L'énergie, sous forme de gaz, d'électricité ou de chaleur, l'eau, dans son grand comme dans son petit cycle, la gestion des déchets. Collectivités locales et services urbains sont le cœur de notre fédération. Aussi, je n'ai pas de doute que les échanges et débats de ce congrès seront intenses et fructueux. Évidemment, aujourd'hui, notre première préoccupation d'élus locaux est le niveau des prix de l'énergie. Il fragilise notre tissu économique, surtout industriel, et pèse lourdement sur l'inflation qui se répercute sur les ménages, les entreprises et les collectivités. Si les ménages bénéficient, ou plutôt peuvent bénéficier d'un bouclier tarifaire qui ne les protège pas tous de la précarité énergétique, ce n'est pas le cas des communes et des collectivités territoriales, à l'exception des plus petites, toujours éligibles aux tarifs réglementés de vente de l'électricité. À cause des hausses de prix de l'énergie, certaines communes et intercommunalités ne pourront pas boucler leur budget 2023. Alors je plaide ici pour qu'un mécanisme de plafonnement des prix de l'électricité, comme du gaz, un bouclier tarifaire en somme, même s'il n'est pas forcément raisonnable de l'appeler comme ça, se mette en place le plus rapidement possible, à l'échelle nationale ou européenne, au bénéfice de toutes les collectivités. Certains maires ont exprimé vraiment de très fortes inquiétudes quant au budget 2023 et il est indispensable de plafonner rapidement les prix.
Ce mécanisme d'urgence doit permettre de solvabiliser toutes les collectivités l'année prochaine. Peut-être réussira-t-il également à relancer la filière GNV, bio-GNV, qui connaît de grosses difficultés en ce moment. En tout cas, un mécanisme d'urgence devra, sur le moyen terme, être complété par une réforme des mécanismes de la commande publique, en ouvrant aux collectivités de nouvelles possibilités innovantes d'achat d'énergie. Par exemple, en permettant l'achat direct d'énergie auprès des sociétés de production d'ENR dans lesquelles les collectivités détiennent du capital. L'urgence sur les prix ne doit pas nous détourner, mes chers collègues élus, de nos responsabilités en matière de transition énergétique et écologique de nos territoires. La région Bretagne a fait le choix, il y a plus de 40 ans, mais je ne crois pas que ce serait très différent aujourd'hui, de ne pas accueillir de centrales nucléaires. Si notre production électrique progresse régulièrement grâce aux énergies renouvelables, le photovoltaïque et l'éolien, certes plus difficilement, le taux de couverture de la consommation reste trop faible pour sécuriser les usagers en cas de défaillance des réseaux qui nous relient à nos voisins. C'est pour cela que le dispositif EcoWatt a été inventé ici, cher Dominique. Il est aujourd'hui généralisé à l'échelle nationale et sera une brique essentielle de la stratégie de sécurisation énergétique. Aujourd'hui, nous, élus, sommes tous engagés dans des plans de sobriété avec des mesures de court terme pour passer au mieux l'hiver qui vient, mais aussi de long terme que nous construisons progressivement. Nos syndicats d'énergie et plus généralement toutes les autorités organisatrices de la distribution d'énergie sont des outils efficaces pour conduire ou soutenir des dispositifs opérationnels dans chacun des territoires. Pour cela, il est important que l'État et ses services en région, mais aussi les entreprises dont il détient la majorité du capital, comme EDF et sa filiale Enedis, tous les niveaux de collectivité et nos syndicats, ainsi que leur SEM de développement d'énergie renouvelable, travaillent en synergie et dans la confiance. Cela ne peut passer que par une stabilité des textes législatifs et réglementaires ou de nos contrats de concession et par une trajectoire lisible et prévisible en matière de ressources financières. Et je pense ici aux problématiques qui nous occupent à la Fédération sur le FACÉ ou la TCCFE. Pour autant, une part d'agilité est aussi indispensable pour conduire la nécessaire transition énergétique de nos territoires. Elle passe par une multiplication des échanges, une capacité à discuter et contractualiser des évolutions à la réglementation ou à nos contrats, et un partage juste et solidaire entre toutes les parties prenantes de la valeur créée sur les territoires. Avec mes diverses casquettes de maire, de vice-président de la métropole de Rennes, de président d'une agence locale de l'énergie et du climat et de président du SDE 35, je suis au cœur de toutes ces problématiques et bien placé pour voir ce que les complémentarités entre toutes ces structures sont capables d'apporter. La stratégie politique climatique se décide à l'échelle de l'État, elle se décline dans les régions via les SRADET et dans les intercommunalités via les PCAET, mais elle n'est perceptible par nos concitoyens qu'au plus près de chez eux, par des actions de proximité dans les communes. Les syndicats d'énergie sont d'excellents outils opérationnels qui disposent d'équipes techniques proches du terrain, d'élus motivés, qui s'affranchissent bien souvent de leur appartenance politique pour travailler ensemble et sont donc capables de mettre en œuvre rapidement de nouvelles politiques publiques. En Ille-et-Vilaine, nous avons démarré en fin d'année 2021 avec les conseillers en énergie partagée des agences locales de l'énergie et des EPCI, une étude de faisabilité sur la mise en œuvre d'un service d'aide à la rénovation énergétique des bâtiments publics. C'était la conséquence logique de notre participation au programme Acté 1 et Acté 2 portés par notre fédération. Malgré la complexité du sujet, qui implique de la maîtrise d'ouvrage délégué de travaux ou de la mutualisation de portage financier des investissements, j'ai bon espoir de pouvoir présenter au comité du SDE 35 avant la fin de l'année une nouvelle politique publique locale opérationnelle au bénéfice des communes. J'espère qu'elle recevra le soutien des services de l'État, en particulier en facilitant la mutualisation des subventions et notamment de la DSIL, l'appui de l'ADEME, de la région et du département d'Ille-et-Vilaine,
et qu'elle pourra s'inscrire dans un nouveau programme porté par notre fédération et peut-être par d'autres acteurs, qu'il s'appelle Acte 3 ou porte un autre nom. Voilà, mes chers collègues, mesdames, messieurs, ce que je souhaitais vous adresser comme message pour le démarrage du congrès de notre fédération. J'ai bien conscience de n'avoir pas balayé tous les champs qui seront couverts aujourd'hui et dans les 2 prochains jours, mais ces champs sont si vastes et le temps de cette introduction est si limité et je l'ai déjà dépassé. Pour terminer, je veux vous redire encore une fois le plaisir qui est le mien et celui de tous les organisateurs de vous voir si nombreux. Le record a, paraît-il, été battu en participation. Donc merci à tous de votre présence. Encore bienvenue à Rennes et surtout, très bon congrès à tous. Merci, monsieur. Non, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez nous le laisser. Merci. Oui, la crème solaire également, ouais, pour mon crâne, ouais. D'autant que lorsque vous nous avez fait le sketch du ciré, j'en ai vu plusieurs dizaines dans la salle ouvrir leur appli météo préférée. Alors, il fera doux à Rennes, mais on n'exclut quand même pas quelques épisodes de pluie, notamment en fin de journée. Mais c'est tellement anecdotique. Vous le reprendrez tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur, pour vos propos. Vous avez mis tout de suite sur la table des sujets importants qui seront débattus au cours de ce congrès. Alors, les prix et le plafonnement des prix, bien évidemment, mais aussi l'accélération des énergies renouvelables, on en parlera, les facilités réglementaires, et puis un mot-clé, même une valeur qu'on voit, fédérer, voilà. Il est là, ce mot-clé. Fédérer pour un meilleur service de proximité auprès des habitants. Merci beaucoup. Bienvenue au président de cette région, Loïc Chenet-Girard. Alors, vous intervenez en qualité de président de la région, mais aussi en qualité de président de Mégalis Bretagne, qui est un syndicat de coopération territoriale. J'ai vu que vous regroupiez la région, bien sûr, 4 départements et une petite cinquantaine d'intercommunalités. Et puis un combat parmi de nombreux combats énergétiques pour cette région, c'est le tout fibre à l'horizon 2026. Vous allez certainement nous en parler. Bienvenue à vous et merci d'être présent. Bien, monsieur le préfet, monsieur Pintat, cher président de la FNCCR, cher Olivier Dehaze, président de Territoire d'énergie Bretagne, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants des syndicats de Bretagne, bien sûr, mais de partout en France. Mesdames, messieurs, je salue aussi les représentants des énergéticiens et des réseaux de distribution d'énergie. Ravi de vous avoir ici à Rennes, ravi de vous avoir en Bretagne, dans un climat effectivement très changeant qui n'empêche pas l'attractivité de ce territoire, mais qui oblige, comme partout, à penser les transitions, à penser les transformations. Et en Bretagne, heureusement, on le fait depuis déjà plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Le congrès de la FNCCR est ici en Bretagne, rassemblé autour d'un mot important, rebondir, réinventer ensemble. Voilà le sujet, un sujet dans une crise qui n'en finit pas de durer, dans des successions de crises qui n'en finissent pas de durer. J'y reviendrai dans un instant. La situation est complexe. Dire à nos concitoyens que nous maîtrisons tout en ce moment serait un peu exagéré. Dire que nous voyons le bout du tunnel serait peut-être faire de fausses promesses, mais nous avons face à nous d'abord des actifs, une histoire, une ambition commune et je pense la capacité de trouver les solutions que nous avons à mettre en œuvre pour nos concitoyens, pour notre pays, pour l'Union européenne. La Bretagne ne fait pas exception. Comme partout, elle vit des explosions des factures énergétiques. Comme partout, elle vit l'angoisse des familles, l'angoisse des entrepreneurs, l'angoisse des élus locaux. J'y reviendrai sur le passage de l'hiver, sur la capacité que nous avons à trouver des solutions pour passer ce moment très complexe, mais aussi pour tracer des perspectives et se projeter au-delà du moment que nous vivons ensemble et au-delà, encore une fois, de cette période de crise aiguë que nous vivons. Nous avons beaucoup de choses à penser. Olivier l'a dit, le sujet du mécanisme des prix est à mon sens une des batailles premières à réaliser, à mener. L'Union européenne, je l'espère, va aboutir très vite avec les États membres.
le gouvernement a mis en place certains dispositifs pour une partie de la population, une partie des entreprises. Il est important, impératif de penser à ceux qui stabilisent le pays, de penser notamment aux collectivités locales. Et je sais que certains maires vivent dans une angoisse quotidienne, là, dans la période que nous traversons. Je sais que certaines entreprises sont dans des risques majeurs et les préfets, les élus locaux remontent ces informations. Ce sujet du mécanisme de prix est indispensable, je ne vais pas m'étendre. Le deuxième sujet que nous avons à mener en parallèle, c'est la décarbonation. Le sujet de la décarbonation qui doit être conduit partout dans les territoires. Là aussi, l'Union européenne, l'État ont une responsabilité, c'est de donner une feuille de route stable, une feuille de route stable pour nous permettre d'agir, et ensuite d'agir avec les élus locaux que nous sommes, parce que les élus locaux que nous sommes sont des docteurs en JSPMPL. Le célèbre JSPMPL, c'est « je suis pour mais pas là ». Et avec les préfets, je pense que nous avons développé des compétences dans ce domaine. Et en Bretagne, je salue Dominique Ramard au passage, il y a plus de 10 ans, nous avons lancé le pacte électrique breton. Et il y a plus de 10 ans, nous disions qu'il va falloir construire une centrale thermique en Bretagne contre vents et marées, parce que sinon nous risquons des catastrophes sur notre production d'électricité. Nous devons continuer à réduire la consommation d'énergie. Et ça a été un très beau travail tout au long de ces 10 dernières années. Et Dominique l'a dit, EcoWatt est né de cela. Et puis nous devons produire des énergies marines, parce que la Bretagne a cette chance, avec d'autres régions, d'avoir une façade maritime qui nous permet de produire des électrons qui sont décarbonés, qui sont plus stables en production que sur le continent et qui permettent par les kilomètres d'éviter trop de tensions avec nos concitoyens, permettant ainsi l'acceptation sociale. Et nous avons eu l'acceptation sociale. Mon prédécesseur, Jean-Yves Le Drian, en 2010, avait fait l'union sacrée avec les patrons de département, les maires, les élus de tous les territoires, les représentants de la pêche, les représentants du tourisme, les militaires, pour dire voilà les secteurs dans lesquels nous pourrons faire de l'énergie renouvelable. Bon, nous étions fiers à l'époque parce que c'était des heures de réunion et ces signatures montraient l'intelligence collective. La difficulté que nous n'avons pas anticipée, c'est le temps pour sortir ces projets. 12 ans pour planter les pieux au fond de la mer, 12 ans pour réaliser les travaux. 3 générations. Nous avons en face de nous plus les mêmes pêcheurs, ou certains qui ont peut-être perdu un peu la mémoire. Nous avons en face de nous plus les mêmes élus locaux. Nous avons en face de nous plus les mêmes citoyens, ou certains ont vieilli. Et nous n'avons pas la mémoire du long terme, vous le savez, et nous avons vécu les pires horreurs pour pouvoir sortir ce parc qui va produire ses premiers électrons au printemps prochain. Et je pense que nous devons réfléchir là-dessus, y compris au niveau du gouvernement, pour faire en sorte que nous ayons la capacité, en local, l'État local, les élus locaux, à conduire ces concertations qui sont indispensables à la concertation et à l'acceptation sociale, et ensuite de donner le rythme nécessaire pour qu'une fois que les conditions sont réunies, nous puissions sortir le projet. Même chose sur la centrale à gaz, et même chose avec ce que nous sommes en train de vivre sur les appels d'offres au sud, entre Groix et Belle-Île. Je dis cela parce que si nous n'y arrivons pas, nous allons vivre des moments compliqués, encore plus compliqués que ceux que nous sommes en train de traverser. Et s'ajoutera à cela la désespérance auquel nous n'avons pas le droit de succomber, les élus locaux que nous sommes, mais la désespérance de territoires qui se trouveront bloqués, empêchés de toute réalisation. Ce que je dis là sur les énergies marines, nous pourrions le répéter à l'envi sur tous les autres grands sujets, depuis les interconnexions de réseaux d'eau, en passant par les problématiques de fibres et d'élagage d'arbres, en passant par les problématiques de stockage ou de réalisation d'infrastructures indispensables sur nos territoires. Et c'est un sujet sur lequel nous devons travailler avec les parlementaires, nous devons travailler avec les gouvernements successifs pour faire en sorte, encore une fois, d'être capables de travailler ensemble. J'y reviens dans un instant. Et puis enfin, il faut ajouter de l'intelligence dans les réseaux, de tous les réseaux, de l'intelligence dans ces biens communs qui sont gérés en France de manière ô combien singulière, avec des syndicats, avec des élus locaux qui gèrent ces biens communs, et redire cette chance que nous avons, et redire à nos concitoyens que ce bien commun, il est à disposition de tous, dans nos métropoles comme dans nos territoires ruraux, et puisque nous sommes en Bretagne, jusque sur nos îles, laboratoires ô combien avancés des enjeux que nous avons à résoudre dans les années qui viennent. Sans oublier, et c'est mon dernier point, les solidarités
solidarité que nous avons à réaliser entre nous, à tous les niveaux, depuis l'Union européenne jusqu'à la commune, avec tous les acteurs et avec toutes celles et ceux qui sont capables de construire de nouvelles solutions, y compris des solutions qu'on n'a pas encore inventées et que nous avons à bâtir et à construire, parce que les vieilles recettes ne marcheront pas forcément dans la crise dans laquelle nous sommes. Et d'ailleurs, pouvons-nous parler de crise, puisqu'on ne trouve plus de superlatifs. Crise, super crise, extra crise, big crise, catastrophe, perfect storm, hyper crise. On n'a plus de mots. Et je pense que finalement, nous sommes plutôt dans une sorte de basculement, de grande bascule dans laquelle nous devons ensemble travailler avec certainement une solution. Ce n'est pas le tweet, ce n'est pas la punchline, c'est la planification, c'est le travail en collaboration, avec la subsidiarité qui nous permet chacun à notre niveau d'être utile, sans dénigrer le niveau d'à côté, ou le niveau d'au-dessus, le niveau d'en dessous, et puis de travailler à chaque instant le respect et l'agilité. Je le dis là, ici, le respect et l'agilité sont indispensables pour répondre aux enjeux qui sont face à nous. Respect et agilité entre les collectivités, bien entendu, et nous nous y employons tous les jours, Olivier l'a dit au début de son propos. Respect et agilité avec l'État, respect et agilité avec les entreprises, pour faire en sorte que nous ayons la capacité de faire système ensemble. Et nous devons faire système ensemble pour répondre, encore une fois, à l'angoisse sourde de nos concitoyens, qui par moments se transforment en désespérance et en, finalement, éloignement du débat démocratique et de la vie citoyenne, mais dans d'autres moments se transforment en colère, et nous sommes bien placés en Bretagne pour savoir ce que cela donne. Nous avons donc besoin dans ces moments de sang-froid, de maîtrise, et pour garder du sang-froid et de la maîtrise, il faut que tous les élus locaux, les maires en premier lieu, puissent passer des signaux d'apaisement, des signaux de sérénité. Si à longueur de journaux, si à longueur de réseau social, on voit des maires angoissés pour la cantine, pour chauffer la piscine, pour chauffer l'école, dans l'hiver qui vient, dans l'incapacité de boucler les budgets, dans une bataille permanente pour essayer de tenir des budgets, je ne vois pas comment ils pourront être les amortisseurs des crises sociales et les hommes et femmes capables d'apaiser notre société au plus proche des territoires, au PMU le dimanche, au café du commerce ou dans les rencontres que l'on peut faire les uns les autres en faisant nos courses. C'est un sujet en soi, ce sujet de la stabilité du pays, ce sujet de l'apaisement du pays, ce sujet du sentiment que les choses se tiennent et qu'ensemble, chacun à notre poste, on tient bon la barre. C'est ça le message que nous devons délivrer et c'est ça qu'avec l'ensemble des syndicats qui sont pilotés par des élus experts, que je salue, nous arrivons à construire pour faire en sorte, encore une fois, de montrer que nous tenons les choses, que nous ne sommes pas au bord de l'effondrement, nous sommes juste dans un changement de monde, et ce changement de monde, on peut en faire le meilleur comme le pire, et je suis sûr qu'avec tous les gens présents ici, on est en train de construire le meilleur pour l'avenir. En tout cas, j'y prends ma part aux côtés de tous les élus locaux de Bretagne, et nous sommes très fiers de vous accueillir ici, avec cette ville de Rennes merveilleuse et souvent à l'avant-garde de beaucoup d'inventions, et avec cette Bretagne qui veut donner l'exemple dans ces transitions qui doivent être heureuses, parce qu'on ne peut pas se résoudre encore une fois à un effondrement de notre société, de notre Union européenne et de notre vivre ensemble. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président, pour vos propositions. Le grand basculement dans nos manières de faire, avec agilité, respect et, c'est l'un de vos mots, sérénité également, évidemment. On a noté aussi que les territoires, de par la loi, gèrent les réseaux, un bien commun à partager au service de l'usager. Et un point intéressant dans votre propos, c'est la notion de tempo. Entre les transitions, le tempo des transitions, versus les urgences climatiques et énergétiques. C'est un sujet dont on débattra au cours de ce congrès. Et certainement que le JSPMPL a inspiré notre facilitateur graphique. Il est là sur le côté, Olivier Samson. Vous pourrez le rencontrer au cours de ces 3 jours. Je ne sais pas si la caméra peut zoomer sur ce qu'il fait. En fait, lui... il fera le storytelling de l'ensemble de nos débats pendant 3 jours, mais à sa manière, avec des dessins, avec quelques mots-clés. Voilà. Alors, bon, on n'arrive pas à lire, mais vous irez à sa rencontre et tout à l'heure, j'essaierai d'aller le voir et on pourra décrypter son regard sur tout ce que nous partageons au cours de l'ouverture de ce congrès. Merci Olivier et bienvenue à Emmanuel Berthier, préfet de la région Bretagne.
Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je suis vraiment très heureux d'être le 3e local de l'étape. Après le président représentant Madame Appéré et le président du conseil régional. Quand on commence à présenter les préfets comme les locaux de l'étape, c'est qu'une partie de leur mission est assurée. Et j'ai eu grand plaisir, en arrivant dans ce congrès, de rencontrer de très nombreux élus, maires, parlementaires, avec lesquels j'ai eu le bonheur de travailler depuis 40 ans. Et donc, je suis très heureux, à mon tour, de vous accueillir en Bretagne, territoire dont les interventions de mes 2 prédécesseurs vous ont sans nul doute convaincu que ces élus partagent une forte volonté d'avancer dans les domaines d'intervention qui sont les vôtres et qu'ils fourmillent d'initiatives innovantes et ambitieuses que nous allons vous faire découvrir pendant 3 jours. J'ai regardé attentivement le programme de vos 3 jours. Il est riche, très riche, totalement à l'image des défis qui sont les nôtres. Le principal défi d'actualité, vous l'avez dit, c'est la transition énergétique. Le rôle de l'État, c'est d'abord de proposer un cadre de pilotage. La stratégie française pour l'énergie et le climat, SFEC, entièrement tendue vers l'objectif de neutralité carbone en 2050. Les travaux de son actualisation sont lancés avec des concertations multiples qui seront engagées avec les parties prenantes. Cette stratégie française est outillée sur le plan législatif avec la loi énergie-climat de 2019 et la loi climat et résilience de 2021. La ministre de la Transition énergétique interviendra tout à l'heure devant vous et vous indiquera concrètement comment le gouvernement compte faire de la France la première grande économie décarbonée européenne en structurant sa politique autour de 3 piliers. Le premier, ça a déjà été rappelé, c'est la maîtrise de la demande en énergie. Cela passe plus que jamais par un cheminement résolu vers ce que l'on nomme aujourd'hui la sobriété, exigence collective sans laquelle nous ne parviendrons pas à tenir nos objectifs. Second pilier, la sécurisation de notre approvisionnement énergétique. La situation internationale actuelle, et avant elle la crise sanitaire, en mettant l'accent sur certaines de nos fragilités, ont placé sur le devant de la scène des enjeux structurels, qui constituent en réalité des menaces, mais aussi des opportunités. À court terme, vous l'avez rappelé, États, producteurs, distributeurs d'énergie travaillent pour limiter les risques pour les hivers prochains et s'organisent de manière à surmonter d'éventuelles tensions que nous souhaitons temporaires. Mais je sais que cela inquiète parfois fortement dans les territoires, en particulier au sein des entreprises. Les dispositifs de communication vont être stabilisés dans les toutes prochaines semaines et je crois vraiment à notre mobilisation collective pour faire face aux difficultés de manière solidaire et, comme l'indiquait le président du Conseil régional, rassurante. Troisième pilier, le développement des énergies renouvelables pour construire un nouveau mixte énergétique décarboné. Le président de la République a eu l'occasion d'indiquer le chemin à Saint-Nazaire la semaine dernière et le gouvernement a présenté hier un projet de loi en Conseil des ministres. Là encore, Madame Pannier-Runacher devrait vous en dire plus en début d'après-midi. Les collectivités que vous représentez, les syndicats d'énergie, qui sont devenus des syndicats de toutes les énergies et non plus de la seule électricité, sont évidemment au cœur des réponses. Des réseaux plus résilients, plus réactifs, plus souples, plus efficients, plus numérisés, plus décentralisés, tout en restant interconnectés, plus adaptés aux réalités locales, constitueront les solutions territoriales aux enjeux nationaux et mondiaux que nous devons affronter ensemble. Il faut innover
dans nos modèles et dans nos technologies, organiser de manière rationnelle le déploiement de nouvelles sources d'énergie, lever des freins, parfois nombreux. Et vous allez avoir l'occasion, pendant ces 3 prochains jours, de les identifier et de construire des solutions collectives. Je mesure pleinement, en qualité de préfet d'Ille-et-Vilaine et de la région Bretagne, l'engagement des collectivités et leur capacité à travailler ensemble. Il faut s'appuyer sur ces atouts, continuer à développer, prendre mieux en compte la pluralité des points de vue et des besoins, particulièrement ceux des associations et des citoyens, dont l'adhésion est une condition indispensable au développement des projets nécessaires à la transition énergétique. Et l'État est, dans ce cadre, aux côtés des communautés d'acteurs de la transition écologique pour les aider à décliner concrètement la stratégie nationale par un soutien au projet, qu'il faut effectivement anticiper le plus en amont possible et y associer le plus en amont possible l'ensemble des parties prenantes. C'est un des messages que nous retenons des expériences réussies maintenant de l'implantation des énergies marines à la fois à Saint-Brieuc et je le pense aussi dans le sud de Bretagne. Décarbonation de l'économie, c'est l'essentiel de France 2030. Plus de 50% des 54 milliards vont être adressés à ces enjeux. C'est absolument fondamental, à un moment où il est souhaité par le Secrétariat général pour l'investissement que ces crédits irriguent l'ensemble des territoires, l'ensemble des entreprises. Quelques mots maintenant sur notre expérience bretonne. Vous savez qu'en Bretagne, nous avons été préoccupés depuis longtemps par la restauration de la qualité des eaux. Et nous sommes battus de façon collective et extrêmement efficace. Nous devons poursuivre un certain nombre d'efforts, je pense en particulier pour faire en sorte que les algues vertes deviennent d'ici quelques années un mauvais souvenir. Et là, je voudrais saluer la cohérence du dispositif breton qui nous permet de tracer des perspectives de moyen terme en mobilisant l'ensemble des collectivités concernées. Nous avons découvert cet été, comme toutes les autres régions françaises, mais y compris en Bretagne, la nécessité de gérer la quantité. Et nous le faisons en découvrant les solidarités supplémentaires que nous devons construire. Et là encore, je salue la cohérence, la conviction, la complémentarité des collectivités territoriales qui, des syndicats d'eau aux conseils départementaux, pilotés par le conseil régional, ont pris ce sujet à bras-le-corps. Monsieur le Président du Conseil régional, je pensais que vous alliez parler de Mégalis. Vous avez peut-être simplement oublié de le faire. Et je voudrais simplement rappeler que Mégalis, c'est une structure qui accompagne le déploiement des réseaux d'infrastructures numériques à l'échelle de la Bretagne. Et que cette échelle bretonne, régionale, est le seul exemple en France. L'investissement du Conseil régional est majuscule et celui de l'État est strictement équivalent. Il vient accompagner des collectivités dont nous savons qu'elles sont impatientes de voir la fibre irriguer l'ensemble de ces territoires. Et je crois que vous allez avoir l'occasion de le présenter en détail, ce très beau chantier breton, dans une conférence qui aura lieu demain. À travers cette solidarité régionale qui se manifeste de façon extrêmement régulière, je voudrais à mon tour être le défenseur de ce modèle breton qui, fort d'un travail partenarial, d'échange, d'animation, dans le respect des compétences de chacune et chacun, tire le char de l'intérêt public que vous portez chacune et chacun le plus haut possible. Je vais donc maintenant laisser la place à vos travaux, en espérant pouvoir revenir vous voir
comme une petite souris pour assister à des débats que j'imagine déjà très denses et tout à fait intéressants. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Préfet. Vous venez quand vous voulez, vous êtes chez vous. Vous avez rappelé le triptyque de la stratégie nationale, maîtrise de la demande en énergie, la sécurisation des appros et aussi le développement des énergies renouvelables. Et ce sera aussi en toile de fond de nos travaux. Et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais rappeler au pupitre le président Xavier Pintat qui va introduire les travaux de votre 38e congrès. Bienvenue, Président. Voilà, mais comme il est de tradition dans chacun de nos congrès, il me revient de tracer le cadre de notre congrès et des différentes séances de travail qui vont avoir lieu. Alors, notre directeur général, Pascal Sokolov, m'a mis en garde de n'oublier aucune des actions que nous menons. Mais je voudrais justement, en citant Pascal Sokolov, remercier Pascal Sokolov, les collaborateurs de la FNCCR. Alors on va les remercier 2 fois, à la fin si le congrès se passe bien, mais au début pour avoir pu mener à bien toute l'organisation de ce congrès. Je crois qu'on pourrait applaudir Pascal Sokolov. Il le mérite. Alors, mes chers amis, la succession d'événements graves à laquelle nous avons été confrontés, on le rappelait, les 3 dernières années, n'a pas fait obstacle à ce que notre fédération et ses adhérents fassent avancer très significativement les différents domaines de compétences dont nous avons la charge. Nous avons travaillé efficacement pour renforcer les services publics locaux par réseau, tout en favorisant leur adaptation aux changements majeurs en cours. Alors, le renforcement des services publics locaux par réseau s'est traduit tout d'abord par la consolidation des concessions de distribution d'électricité et de gaz. Nous avons largement abordé le nouveau modèle de contrat de concession de distribution d'électricité, rappelez-vous, lors du congrès de Nice en 2019. Depuis, le déploiement de ce nouveau modèle a été massif. À la fin du premier semestre de cette année, ce sont 336 contrats qui avaient été renouvelés sur 364, c'est-à-dire plus de 92% pour une durée moyenne de 30 ans. Ce modèle de contrat commun aux territoires ruraux et aux territoires urbains permet de donner de la visibilité de long terme à la logique de péréquation dans le domaine électrique, tout en intégrant les enjeux décisifs de la transition énergétique, bien sûr, que sont le raccordement des énergies renouvelables et la maîtrise de la demande. Ce modèle a été décliné plus récemment au cas particulier des entreprises locales de distribution, les ELD, et puis les zones non interconnectées. Une démarche comparable a été entreprise dans le secteur gazier, conduisant au printemps 2022 à l'adoption par notre fédération, France Urbaine et GRDF d'un nouveau modèle de contrat de concession. Ce document donne lui aussi toute sa place à la transition énergétique sous la forme de la prise en considération du raccordement des méthaniseurs. Il adopte également de nouveaux outils de pilotage de la concession sous forme d'indicateurs de performance assortis d'incitations financières. Le mix énergétique français repose par ailleurs sur aussi les réseaux de chaleur et de froid. Une volonté d'orienter ces réseaux dans le sens à la fois de leur développement et d'une contribution à la transition énergétique s'est faite jour dans le cadre du décret d'avril 2022 relatif à leur classement. S'il était d'ailleurs toujours question dans ce texte de service public, il a en revanche recentralisé, ce que l'on peut regretter en partie, la distribution de la chaleur en envoyant à un arrêté ministériel le soin de déterminer les réseaux concernés par le classement, ce qui n'a pas manqué d'interroger notre fédération. C'est ici l'occasion de rappeler que la place de nos collectivités dans les grandes transitions énergétiques et numériques en cours est exposée au risque d'une intervention plus directe de l'État, notamment si les objectifs de lutte
contre le changement climatique ou d'adaptation à celui-ci ne sont pas atteints suffisamment rapidement. Un autre exemple en a été donné cette fois dans le domaine de l'eau, lorsque la loi 3DS, adoptée en février 2022, a confié la présidence des conseils d'administration des agences de l'eau de droit au préfet coordonnateur de bassin. J'espère que vous n'en voudrez pas, monsieur le préfet, de rappeler. La décentralisation n'est donc jamais complètement acquise et son respect nécessite de notre part une vigilance permanente. Par ailleurs, la décentralisation ne suffit pas. Il faut veiller également à une bonne coordination entre ce qui fait respectivement au niveau local, au niveau national, voire au niveau européen. Or, cette coordination n'est toujours pas prise suffisamment en considération par l'État et l'Union européenne. Par exemple, notre fédération et ses collectivités adhérentes se sont beaucoup impliquées dans la desserte de nos territoires en très haut débit. Si nous sommes compétents pour déployer les réseaux d'initiatives publiques dans les zones peu denses, dans les autres zones, le déploiement est de la responsabilité des opérateurs qui ne manifestent, hélas, pas toujours un zèle exemplaire dans cette mission. La perspective de bascule du réseau cuivre vers le réseau fibre, qui devait être réalisée pour 2030, conduit d'ores et déjà certains opérateurs à s'abstenir délibérément de prévoir la desserte en réseau télécom de certains nouveaux lotissements. La raison en est que pour la bascule vers la fibre a été décidée alors que le nouveau service universel numérique, dont la fibre est le vecteur majeur, n'a pas encore été officialisé par l'Europe. Il n'y a donc pas actuellement d'obligation de fibrer toutes les zones de développement urbain comme les lotissements, ce qui est bien sûr inacceptable. De notre côté, nous avons pourtant continué à œuvrer au cours de ces dernières années pour favoriser la desserte en très haut débit de nos territoires. Par exemple, en facilitant l'utilisation de la partie terminale des raccordements électriques pour le passage de la fibre, ou en élaborant un modèle de convention pour les raccordements électriques des pylônes de téléphonie mobile destinés à réduire leur délai de réalisation. En réalité, la décentralisation ne peut se concevoir indépendamment d'une saine coopération avec l'État. Et fort heureusement, nous avons également enregistré à cet égard de vrais et beaux succès au cours des 3 dernières années. Dans le domaine énergétique, nous avons ainsi mis en place, sous l'égide de la DGEC, à compter de 2019, le programme ACTE, ce qui signifie ACTE, Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. Comme vous le savez certainement, il s'agit d'un programme de certificat d'économie d'énergie par lequel des obligés apportent un financement à des opérations de diagnostic énergétique sur des bâtiments et des équipements publics locaux. Notre fédération assure le portage de ce projet en élaborant des outils, en animant le réseau des économes de flux et en gérant les subventions attribuées aux collectivités lauréates. Le volume financier de la phase Acte 1, il faut le rappeler, était de 10 millions d'euros. Celui d'Acte 2, actuellement en cours, est de 100 millions d'euros. À la mi-2002, ce programme avait permis de toucher environ 30 000 communes. Autre point très positif dans le cadre du plan de relance mis en place par l'État en 2021 et 2022, nous avons obtenu l'attribution aux AODE de 50 millions d'euros de subventions exceptionnelles du CAS FACÉ pour sécuriser les réseaux de distribution d'électricité et pour accélérer la transition énergétique. Par ailleurs, nous assurons depuis une décennie l'animation du plan d'action national sur l'assainissement non collectif dans le cadre d'une convention passée avec l'État. Au-delà des réseaux, les enjeux situés en amont et à l'aval de ces réseaux nous avons également beaucoup occupé depuis notre dernier congrès de Nice. Cela concerne des aspects tels que la production d'énergie renouvelable ou la préservation de la ressource en eau pour ce qui est de l'amont et l'évolution des usages énergétiques et numériques pour la partie aval. Bien entendu, toutes ces problématiques s'inscrivent désormais dans le cadre de référence de la transition énergétique et écologique. Nous avons obtenu ces 3 dernières années des avancées très significatives, telles que par exemple
l'amélioration de la réglementation des avances d'associés des communes aux sociétés d'énergie renouvelable, qui ont bénéficié tout à la fois d'une augmentation de leur durée, qui a été portée de 2 ans à 7 ans, et d'une augmentation du plafond de leur montant, qui a été porté de 5 à 15% des recettes réelles de fonctionnement pour les communes, leurs groupements et les départements. Nous avons ainsi levé, je crois, 2 obstacles qui compromettaient la faisabilité de nombreux projets d'énergie renouvelable sur nos territoires. Nous avons également relayé les attentes de nos adhérents dans le domaine de la méthanisation en promouvant une politique active de raccordement pour la mise en œuvre du droit à l'injection du biogaz dans les réseaux. À la lisière des enjeux de protection des ressources en eau et d'amélioration des usages de l'eau, nous avons notamment participé au Varenne agricole de l'eau en ayant bien entendu en perspective les enjeux majeurs de l'adaptation au changement climatique dans ce domaine. Nous nous sommes impliqués dans les travaux du Comité national d'anticipation et de suivi hydrologique et avons pris une part active à la concertation sur le projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise dues à la sécheresse. Nous avons également pris de nombreuses initiatives au niveau des usages énergétiques, en particulier en ce qui concerne la mobilité décarbonée, dont la FNCCR et ses adhérents sont des acteurs anciens et convaincus. La généralisation des schémas directeurs d'infrastructures de recharge de véhicules électriques, l'amélioration de la qualité de service de la recharge, l'augmentation du niveau de réfaction tarifaire pour les raccordements des RVE ont constitué nos priorités dans ce domaine. Je mentionnerai enfin les initiatives prises par la FNCCR en ce qui concerne les usages numériques, qui se sont traduites par exemple par la réussite du projet de la plateforme France Data Réseau, porté par notre fédération en réponse à l'appel à projet de l'État dans le cadre du plan de relance. La FNCCR a recueilli les fruits de cette activité particulièrement dense sous la forme de la confiance manifestée par ses collectivités adhérentes. Je dois dire qu'elles n'ont jamais été aussi nombreuses à rejoindre nos rangs qu'en 2021. Nous avons en effet eu le plaisir l'année dernière d'accueillir 118 nouvelles adhésions à des compétences proposées par notre fédération, dont 63 émanaient de nouvelles collectivités adhérentes. Pour notre fédération, la confiance ainsi manifestée par ses adhérents est un point d'appui indispensable face aux défis redoutables et inédits que nous allons devoir relever au cours des mois et des années à venir. Ces 3 journées de travaux vont nous permettre d'en débattre de manière approfondie. Dans le domaine énergétique, les 5 propositions adoptées par notre conseil d'administration au mois de juin dernier vont nous servir en quelque sorte de fil rouge. En résumé, je voudrais rappeler que nous avons demandé des mesures volontaristes de préservation du pouvoir d'achat des ménages, en confortant le bouclier tarifaire en électricité et en gaz, en instaurant un droit à une alimentation minimale en électricité pour tous les ménages toute l'année et en repoussant la date limite de suppression des tarifs réglementés dans le secteur du gaz naturel. En ce qui concerne le bouclier tarifaire, le projet de loi sur le pouvoir d'achat qui a été voté par le Parlement au cours de l'été dernier vous a donné satisfaction. Cela s'avère plus compliqué pour ce qui concerne la lutte contre la précarité et la prolongation des TRV pour le gaz. Nous souhaitons également ardemment une révision d'ensemble de l'organisation du système électrique et du marché de l'électricité. Il est nécessaire, en particulier, de redonner aux tarifs réglementés de vente tout son rôle dans la redistribution aux consommateurs français des avantages de notre mix énergétique à la fois décarboné et compétitif. Nous sommes, je voudrais le rappeler, très critiques sur le mécanisme de l'Arenh qui, en fait, a servi à distribuer des rentes confortables à des fournisseurs alternatifs. Ceux-ci se sont d'ailleurs contentés de profiter de l'aubaine en s'abstenant de se doter de véritables capacités de production. Et ce sont nos concitoyens qui en payent aujourd'hui le prix fort. Parmi les consommateurs d'électricité, les collectivités devraient tout particulièrement être autorisées, j'insiste, à revenir aux tarifs réglementés de vente de l'électricité, quelle que soit leur taille, afin de maîtriser leurs charges de fonctionnement
et donc les tarifs de services publics locaux. Enfin, il nous paraît urgent aussi d'accélérer la rénovation des bâtiments, en particulier des bâtiments publics, dans le cadre de l'opération Acté, portée par la FNCCR, et qui est la suite logique d'Acté 1 et d'Acté 2, et de faciliter le recours aux contrats d'approvisionnement à long terme en énergie renouvelable. Ces contrats nous paraissent parfaitement répondre aux exigences de notre époque, car ils font converger l'incitation à développer les énergies renouvelables grâce au retour sur investissement. Ils font le converger avec la possibilité pour les acheteurs de bénéficier de prix stables dans la durée. Autour de cette trame de problématiques, nous allons avoir bien entendu l'occasion d'aborder au cours de nos débats un large éventail d'autres enjeux liés à la transition énergétique, tels que par exemple le développement de la méthanisation et de l'hydrogène vert, l'évolution de la recharge des véhicules décarbonés, la modernisation de l'éclairage public en faisant converger la sobriété énergétique avec la lutte contre la pollution lumineuse, l'évolution du CAS facé ou encore la planification multi-énergie et la place des réseaux de chaleur et de froid. Dans le domaine du numérique, nous aurons en perspective le territoire connecté de demain qui commence à devenir une réalité pour certaines collectivités. Les multiples dimensions de cette thématique vont alimenter nos travaux, qu'elles concernent les problématiques d'infrastructures, telles que les ouvrages de génie civil, aérien ou souterrain, tels les réseaux d'objets connectés, telle la question du remplacement du réseau de cuivre par la fibre optique, telles les problématiques d'usage et de données, et l'enjeu fondamental de la cybersécurité. Le cycle de l'eau est un volet majeur de la transition écologique. Les défis qui se dressent devant nous dans ce domaine ressemblent, il faut bien l'avouer, à la quadrature du cercle, puisque nous devons à la fois anticiper des risques d'inondation et anticiper les risques de sécheresse, tenter de contenir l'augmentation des prix de ce bien vital, tout en s'efforçant d'atténuer, si ce n'est de supprimer, la précarité de certains usagers. Nous retrouverons ces questions à travers de nos débats consacrés à la gestion de crise dans le domaine de l'eau, à la tarification des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement, à la qualité de l'eau, aux délégations de services publics et à la gestion publique ou encore à la conciliation entre la préservation de la ressource et l'activité agricole. Nous mettrons également en perspective ces thèmes parfois techniques en débattant du pacte vert pour l'Europe ou de la place des citoyens dans la gestion des services publics locaux. Sans oublier aussi, ce qui nous tient à cœur à la FNCCR, la dimension historique et sociologique avec la conférence de notre association l'ARCE. Comme le veut la tradition des congrès de la FNCCR, un rendez-vous aussi important, nous nous autoriserons à une prise de hauteur en accueillant l'écrivain et cinéaste Nicolas Vanier, dont on parle beaucoup en ce moment, qui nous fera partager le regard qu'il porte sur les bouleversements écologiques auxquels nous sommes confrontés et sur la façon d'organiser cette résilience qui finalement est la trame de nos travaux. Enfin, vous me permettrez, quelques représentants majeurs des principaux acteurs de notre paysage institutionnel et économique ont accepté d'honorer notre congrès de leur présence. Je voudrais les en remercier très vivement. Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, interviendra cet après-midi à 14h15 en visioconférence dans l'auditorium à propos de notre situation énergétique et des perspectives qui s'ouvrent devant nous, notamment pour nos collectivités. Madame Caroline Cayeux, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et des collectivités territoriales, clôturera nos travaux dans cet auditorium jeudi en intervenant, nous faisant passer donc un message de conclusion de notre congrès. Je voudrais aussi souligner la participation, alors Madame Cayeux, ça sera jeudi en fin de matinée, et Madame Agnès Pannier-Runacher cet après-midi, je vous l'ai dit. Je voudrais aussi remercier le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, qui interviendra demain, le directeur des infrastructures d'Engie,
Édouard Sauvage, qui sera lui aussi présent, et puis qui sont parmi nous aujourd'hui Marianne Legnaud, la présidente du directoire d'Enedis, Laurence Poirier-Diez, qui va intervenir maintenant, directrice de GRDF, et Emmanuelle Vargon, la nouvelle présidente de la CRE. Vous voyez d'ailleurs que le domaine de l'énergie se féminise particulièrement, puisque nous n'aurons que des intervenantes féminines toute la matinée et en début d'après-midi dans ce secteur ô combien important. Comme nous allons nous mettre au travail en ouvrant nos tables rondes dans quelques instants, je dois rappeler l'horaire que nous avons fixé. Je vous remercie donc de votre attention et je vous souhaite à tous un excellent et fructueux congrès. Merci. Merci, Président. Merci beaucoup.